En exergue de son recueil intitulé Ses amis qui enchantent la vie, un gros livre qui fait environ 912 pages, Jean-Marie Rouard de l'Académie française a placé cette citation de Flaubert. Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. Fin de citation. C'est exactement le sentiment que j'ai eu en lisant L'itinérance, journal d'un promeneur de Tibur Scofi, qui est mon invité. Bonjour Tibur Scofi. Bonjour monsieur. Je suis tellement heureux de vous recevoir. Alors ce livre est votre seconde publication depuis votre exil. En même temps, on peut imaginer que les conditions de l'exil l'ont vraiment influencé. D'ailleurs, pourquoi parler d'itinérance? Pourquoi ne parlez-vous pas tout de suite de balade? C'est vrai qu'on va retrouver cela à l'intérieur du livre. Pourquoi parlez-vous d'itinérance? Le mot balade est un peu un rapport, beaucoup d'ailleurs, un rapport avec la musique. Bien sûr. Et puis la balade est une promenade un peu passive en fait, passive dans ce sens laquelle n'est pas productive en fait. Elle donne une impression d'oisiveté. Un peu comme la promenade. Comme la promenade, la balade, l'errance, qui a encore qui a une connotation même négative, parce qu'une errance n'est pas productive. Mais l'itinérance fait appel à l'itinéraire. L'itinéraire, c'est un parcours. C'est un parcours, donc l'itinéraire m'a paru plus dynamique. Un parcours qui définit un point de départ et un point d'arrivée. Non seulement un point de départ, un point d'arrivée, mais une option, un choix. Un itinéraire est un choix qu'on fait. Mais une balade, ce n'est pas tellement un choix, c'est une envie. Une envie. Ben, ce qu'on retient quand on referme votre dernier roman, c'est qu'en fait, vous nous imposez très subtilement, et on a bien aimé, on aime bien, une sorte de vagabondage philosophique. Oui, d'ailleurs même il y a un chapitre qui s'appelle Journal d'un promeneur. Je crois qu'il y a un chapitre où je parle de vagabondage. Ouais. Oui, c'est un vagabondage dans ce sens-là que on a fait dans ce roman à un personnage qui apparemment passe d'une réflexion à une autre. On ne sent pas tout de suite le lien, la logique qu'il y a entre ces réflexions. C'est bien ce qu'on appelle le vagabondage intellectuel. Il passe d'un genre à un autre, d'une réflexion à une autre. C'est un peu aussi mon personnage, vous savez. On dit toujours qu'il y a une part de soi dans les livres qu'on écrit. C'est très vrai sur le débutant. Je ne suis pas un débutant, mais c'est surtout vrai pour les écrivains qui gagnent en maturité. Un moment arrive où on écrit le livre qui fait la synthèse de sa propre intériorité. Qu'est-ce que nous avons retenu? Quelles sont les expériences qu'on a retenues de la vie? Ce livre, c'est un peu cela. C'est pas pour rien que je l'écris qu'en période d'exil. Très bien. Alors, la relation entre l'exil et ce vagabondage philosophique? Oui, parce que l'exil est un moment de séparation physique avec une terre. Mais maintenant, cette séparation physique organise une rencontre avec cette part de moi que je n'ai pas toujours consultée. Mon miroir, mon propre miroir. Oui, finalement, ce n'est pas forcément cet exil-là par rapport à la terre que vous avez quittée. C'est plutôt un exil de soi à soi. Vous vous retrouvez face à vous-même. Oui, mais c'est une retrouvaille. C'était une retrouvaille. Et lui, il y a l'exil. L'exil est purement physique. Ça, c'est mon rapport à la Côte d'Ivoire. Purement physique. Mais cet éloignement en Côte d'Ivoire me permet de me retrouver en réalité, de dialoguer enfin avec cette autre face de moi, ce miroir que je n'ai pas toujours eu le temps de consulter. Donc il y a exil, le roman joue sur les deux modes. Le mode de l'exil, le mode de la rupture, le mode aussi des retrouvailles, de la rencontre avec soi, de l'harmonie retrouvée, mais aussi de la rupture. J'évolue, ces deux thèmes vont presque de pair dans l'œuvre. Rupture, divorce, séparation, retrouvailles, vie, mort. J'aime beaucoup jouer sur ces ambivalences. Oui. Alors, ce qui est tout aussi intéressant et qui interpelle dans ce roman, en attendant qu'on parle vraiment du contenu, c'est ce souci des souvenirs, cette nostalgie permanente. Parfois, on peut la trouver rébarbative.
Non, par papa, rapport, par rapport, ça n'est pas par des rapport à la barbatifs, en fait. littérature, la musique, en fait, voilà. Oui, c'est parce que j'ai toujours dit aux gens que je suis fondamentalement un poète. Je suis musicien, donc forcément je suis un poète. Ça allait beaucoup mieux avant que mais tout maintenant. poète n'est pas forcément musicien. Ouais. Mais je suis musicien et poète, et tout poète est nostalgique. La poésie est toujours la démarche, la recherche du paradis perdu, la recherche du royaume d'enfance. Senghor parle souvent du royaume d'enfance. Et c'est vrai, les poètes sont les quêteurs de la porte du royaume d'enfance, la porte de l'Éden qui nous a été fermée. Parce que nous avons rompu le pacte avec le père Fouettard. Depuis ça. Et puis vous écrivez que écrire, c'est proclamer son refus de la mort, s'inscrire dans l'infinitude, pardon. Alors, mais écrire pour guérir de quoi? Se guérir aussi de soi, parce que soi-même on devient parfois un danger. Il y a des moments où on a, en fait, il y a des moments où on a peur d'affronter son propre personnage. Il y a des moments aussi où on a peur d'affronter ses démons familiers. La chambre d'un écrivain est hantée de démons, d'idées, de gens, d'ombres qui sont partis, mais qui sont là. On écrit avec les souvenirs de ceux qui ne sont plus. Moi, quand je prends ma guitare, par exemple, derrière moi, il y a tout un héritage sonore. Il y a Jimi Hendrix, Wes Montgomery, Jimmy Hyacinthe, Fulgence Cassi, Eugène Afriloué. Il y a tous ces gens qui me parlent. Exactement comme j'ouvre un livre, c'est un peu comme des coups que je frappe à la porte du monde. Zadi me parle, Adjafi me parle, Rimbaud me parle, Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Il y a toutes ces voix-là qui vous parlent finalement. C'est cela écrit. Donc c'est pour ça qu'écrit s'inscrit dans l'infinitude, parce que tout texte fort triomphera forcément du temps. C'est banal, c'est ce que je dis. Tout texte fort triomphera du temps, et donc va vous installer d'office dans l'infinitude. Je pense que c'est parce qu'on a peur de mourir qu'on écrit et qu'on crée. Très bien. Mais il y a la peur de mourir, c'est vrai. Mais est-ce que véritablement l'écriture guérit de tout? Il y a Barthes qui dit dans fragment du discours amoureux que finalement l'écriture ne compense rien, que l'écriture ne sublime rien. Oh, si, il se trompe. Mais personnellement, l'écriture, l'acte d'écrire me guérit beaucoup de choses. Ça me permet d'abord de résoudre les énigmes que je n'ai pas pu résoudre dans le temps de la conversation sociale ordinaire avec mes amis, les frères, la société. Mais lorsque je me retrouve seul dans mon univers, face à ma propre solitude, l'écriture me permet de trouver la réponse à certaines questions que je me pose, et donc de pacifier ma propre intériorité. Non, l'écriture m'a permis de me guérir, de me soigner, de me passer d'antidépresseurs, de somnifères. Il y a beaucoup de médicaments comme ça dont je me suis passé à force d'écrire. Alors, parlons de ce roman. Tout part de la volonté de mener une enquête pour résoudre l'énigme de manuscrits disparus. D'un manuscrit. La structuration de ce roman nous parle. On devrait pouvoir l'enseigner dans les grandes écoles d'écriture. Mais on a comme l'impression que c'est parce qu'également vous avez envie de nous dissimuler pas mal de choses. Non, pas du tout. Par rapport aux écrivains de ma génération, comme les Kofi Kwaoulé, et bien avant nous, notre aîné Kourma et Jean-Marie Adjafi, qui avaient pour souci un renouvellement de la langue française. Moi, je n'ai pas ce souci-là. Mais vous avez quand même un souci de renouvellement du genre. Du genre romanesque. Du renouvellement du genre, la manière d'écrire. Mes univers romanesques sont des univers formels. Ce sont des architecturations de formes, des architectures de formes. Que vous lisiez, comment ça s'appelle, Mémoire d'une tombe, ou L'embarras de Dieu, ou même celui-là, l'Itinérant, vous avez des superpositions de plans formels. Je suis fondamentalement un esthète, mais je crois que c'est dû aussi à ma forte formation de jazzman, à mon amour aussi pour
pour le jazz. Vous savez, le jazz et la musique est tout le temps en train de bousculer les traditions musicales acquises à la recherche de nouvelles inspirations rythmiques, de nouvelles couleurs harmoniques, de nouvelles mélodies. Et tout ça, ça m'a marqué dans mon écriture. Quoi, vous voulez dire qu'il est influencé par le jazz lorsqu'il écrit, mais c'est pas un jazzman, c'est un jazzophile. Moi, je suis pas qu'un jazzophile, je suis un jazzman. Je pratique le jazz, je joue Wes Montgomery, je joue George Benson. Je ne crois pas être un musicien maladroit. J'étudie le jazz, je sais lire un peu de musique, je l'écris. Donc, je suis en plein studio. J'ai presque bouclé mon album de jazz. Et donc, ce sont des choses qui m'influencent quand j'écris. En plus, moi, je suis un personnage pluriel. Je suis un homme de théâtre, metteur en scène, j'ai fait le théâtre, je suis poète. Il y a beaucoup de mise en scène dans oui, je ne me sépare jamais du théâtre lorsque j'écris. Et beaucoup de musicalité aussi, même dans le choix des mots, la construction déjà même des paragraphes. Votre amour pour le jazz de la Nouvelle-Orléans, Miles Davis. Ah oui. Il y a un passage où je parle de Miles Davis. Lorsque El Baoul est mort, qu'on apprend au personnage principal que ton ami est mort, j'écris quelque part que c'est la trompette de Miles porte une embouche. Attends, un truc comme ça. Oui, Walker et le docteur marchent ce matin à une allure funèbre. Oui. Un tempo de cortège sombre dans une ruelle de New Orleans. Un rire gras, voilà. Oui. J'écris ce passage-là un peu en mémoire d'un séjour fabuleux que m'a offert mon fils, qui est aussi musicien comme moi, et qui m'a offert un séjour à New Orleans. Ouais. J'ai vu le cimetière où a été enterré Armstrong, j'ai visité des cimetières, j'ai vu des clubs de funk, de jazz jouer dans les rues, et je pensais à cette image-là. Louis Armstrong qu'on accompagne au cimetière, les bluesmen qui sont derrière lui et qui jouent le jazz style New Orleans. Et donc, au moment où on accompagne El Baoul, je vois ces images. C'est un peu ça que je rapporte dans ce roman. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cet ouvrage, c'est cette relation à la marche, au rythme, au cœur. Oui. Pourquoi ? C'est... Déjà, le docteur, c'est un cardiologue connu. Cette relation au cœur, à la marche, au rythme. Vous dites par exemple que toute la vie est rythme. Oui, toute la vie est rythme. Bon, même en musique, le rythme, c'est l'âme de la musique. Sans rythme, il ne peut pas avoir de musique. La poésie est rythme. Il n'y a pas d'écriture. La vie est rythme parce qu'on respire. Là. On respire et on expire. Mais ça va plus loin que ça. La marche est une activité essentielle dans la vie des êtres humains. Nous sommes des êtres verticaux. La verticalité, c'est tout ce qui nous apporte le sens. Le sens, S-E-N-S. La verticalité, c'est aussi ce qui fait notre essence par rapport aux êtres qui sont rampants ou volants. L'être humain est un être vertical pour lire le monde. Et lorsque nous marchons, nous sommes certains que nous sommes en train de lire le monde. Marcher, c'est prendre, comme je l'ai dit, c'est prendre contact avec la terre. C'est frapper sur la porte des énigmes du monde. Dans cette terre, il y a l'âme, l'esprit des ancêtres, tous ceux qui sont partis, qui constituent une espèce d'héritage cognitif. C'est pas pour rien que les philosophes adorent marcher. Les gens qui réfléchissent beaucoup adorent marcher. La marche libère les énergies. La marche vous permet de prendre rendez-vous avec les choses que vous ne savez pas, les choses que vous ne saviez pas, mais dont vous soupçonniez l'existence. Or, toute marche est rythmée. Ce qui fait la qualité du cœur, c'est le rythme auquel il marche. Je suis un gros malade. J'ai souvent connu des séjours en cardio, donc je sais de quoi je parle lorsque je vous parle du rythme qui est vie. Mais regardez l'électrocardiogramme, lorsqu'il devient plat, vous êtes mort. C'est fini, parce qu'il n'y a plus de rythme. Et à propos de cela, vous dites que le rythme, le cœur, la marche, qu'importe l'ordre, c'est le triptyque sacré
donc, qui forment cette trinité vitale qui orchestrait l'existence. Qui orchestre l'existence. Voilà, la trinité vitale qui orchestre l'existence. Ouais. Le rythme, la marche et le cœur. Et le cœur. Ouais. Mais oui, je pense que ces trois choses sont liées. Lorsqu'un élément manque, l'être humain est déséquilibré. Oui, je parlais tout à l'heure de vagabondage philosophique. Le cardiologue, ce personnage central du roman, il a passé une licence en philosophie autour d'un thème, l'éthique aristotélicienne, une réponse à la construction de l'être. Oui. C'est aussi un peu de vous, ça. Oui, à travers bien votre sûr. formation philosophique. Oui, bien sûr. En chaque écrivain, comme je l'ai dit, il y a toujours une part de soi. Comprenez? Mais il y a d'abord aussi une conviction intellectuelle personnelle. Ouais. Je pense que la philosophie est la matière qui complète vraiment la formation d'un être humain, parce que philosophie, c'est réfléchir, c'est interroger le monde, c'est convoquer même à l'autel sa propre sapiens les grandes énigmes du monde. Vous ne philosophez pas, vous demeurez un crétin. Il y a ça, il y a la philosophie, et puis je suis certain qu'on ne peut pas être bon médecin si on n'est pas ouvert aux humanités. Je connais un peu l'univers de la médecine. J'ai connu beaucoup de médecins, j'ai pas mal de parents médecins, mais j'ai remarqué que les médecins les plus compétents, les plus performants sont des médecins qui ont lu, ils ont de la lecture. Ils ont de la lecture, ils sont ouverts à la musique, ils sont ouverts aux arts. Donc, il y a un peu plus d'humanité en eux que le médecin qui s'est contenté d'avoir un diplôme. Donc, cette licence philosophique qui passe. Et puis encore, c'est l'éthique aristotélicienne, comme réponse à la construction de l'être. C'est pour vous dire, vous ne pourrez être complet que si vous faites des études de philosophie, vous apprenez à réfléchir. Vous ne pouvez pas être des mécaniques. La science médicale n'est pas une science mécanique. Alors, ce qui est bien dans ce roman, que vous auriez pu intituler également Atin-Sou. Atin-Sou, voilà, sur la route. Sur la route en baoulé. Vous auriez pu choisir ce titre-là. Oui, bon, c'est vrai, mais ça fait fermeture. Ouais. Hein? L'itinérant fait plus ouverture que Atin-Sou. Et il y a une interrogation, je dirais, fondamentale, existentielle, pour nous, un peuple africain. À la page 185, vous dites « Comment un peuple peut-il s'épanouir dans une vie d'emprunt ?» À la page 185. 185. Oui, 185. Ouais. Alors, je reprends. Comment un peuple peut-il s'épanouir dans une vie d'emprunt? Où est notre spiritualité dans ces cultes empruntés qui n'interpellent pas en réalité notre propre vécu culturel et onirique? Ne sommes-nous pas là en train de signer nous-mêmes notre absence de notre propre histoire, une sorte de démission collective? Vous parlez de ce passage-là où mon personnage principal en face a eu une dispute, une discussion qui se transporte en dispute, et qui se transforme en dispute avec un de ses condisciples de lycée qui est devenu fervent chrétien, je crois. Oui, c'est une question que je me pose souvent. En 2012, j'ai publié un essai qui s'appelle « Le mal spirituel des Noirs ». Je suis certain qu'un des gros problèmes que rencontrent les Africains, dans leur incapacité à répondre aux défis du monde actuel, une bonne part de nos problèmes réside dans notre incapacité à gérer, à répondre à la question de la spiritualité. L'Africain d'aujourd'hui se sent obligé d'être musulman ou chrétien ou bouddhiste. Quand j'ai des amis qui me disent « Mais tu vas quand à l'église ?» Je dis « Non, je ne vais pas à l'église. » Donc tu ne crois pas en Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu et l'église, c'est deux choses différentes. Dieu ne se trouve pas à l'église. Non. Dieu ne se trouve pas dans une mosquée. Il ne se trouve pas dans une synagogue. Les Africains ont oublié qu'ils ont une culture, qu'ils ont une spiritualité. Si nous n'avions pas, mais il y a longtemps que notre race aurait disparu. On a vaincu, on a survécu à 4 siècles de traite négrière. Comment est-ce qu'on a fait pour survivre? Il a bien fallu puiser au fond de nous-mêmes des ressorts mystiques, paraphysiques pour survivre. C'est l'âme de nos ancêtres, c'est l'âme de ces ancêtres qui sont partis. Ce sont nos dieux qui sont restés avec nous. Nos dieux n'ont jamais été vaincus. Ils sont restés même au fond des cales avec ces esclaves qu'on envoyait. Nos dieux étaient là.
Ils étaient là. Ils nous ont permis de survivre. C'est pour toutes ces raisons que je ne peux pas être musulman, ni vraiment chrétien proclamé, exalté. Je n'ai rien contre ces religions. Mais l'animisme aujourd'hui, l'animisme que j'interpelle chaque jour, me permet de répondre aux questions spirituelles et existentielles que je me pose. Alors, il y a également dans ce livre quelques prises de position intellectuelles. Oui. Comme toujours, avec vous. Alors, vous avez imaginé un dialogue entre deux personnages. Oui. El Baoul et le cardiologue Walker. Et le cardiologue. Vous dites, page 246, si l'élite fuit, ça c'est le docteur qui parle, si l'élite fuit la confrontation avec l'adversaire ou l'ennemi, c'est-à-dire le champ de bataille, le combat, pour tout dire, que deviendra alors notre peuple? Je parle du chapitre où les deux personnages de El Baoul et puis le docteur cardiologue parlent de la question d'Ablapoku. Ouais. C'est un personnage qui est aujourd'hui au centre de mes réflexions. Ouais. Je compte même écrire un roman. Ablapoku et Socrate. Ouais. Oui, je fais une comparaison pour le moins stupéfiante, parce que c'est deux contextes civilisationnels et historiques différents, mais je le mets dans un même espace littéraire, un même espace de discussion, pour essayer de voir qu'est-ce qui les rapproche. Que se passe-t-il? Socrate décide de boire la ciguë. Contrairement à ce que c'est à la vie de ses disciples qui voulaient sauver leur maître. Ils ont même envoyé un bateau pour les chercher, pour partir. Socrate refuse, il boit la ciguë, il meurt. Parce que, bon, il mène un combat, il estime que quand on mène un combat, on ne doit pas fuir. Ablapoku, devant la menace de la guerre, prend son peuple et puis il sort du Ghana. Un des personnages estime que c'est la lâcheté. Bon, c'est une question actuelle. On peut la ramener ça à la Côte d'Ivoire. On peut ramener ça en 1999, il y a un coup d'État. Bédié s'en va, on dit il a fui. On a même glosé, on dit c'est un peu heureux. Mais il me souvient que Bédié a écrit dans Le chemin de ma vie. Le jour où je me rendais, je ne suis pas accroché au pouvoir. Le jour où je me rendrai compte que ce peuple devenait gouvernable, je m'en irai sans créer de problème. Et il s'en est allé un soir du 24 décembre sans créer de problème, sans opposer des résistants notables. Bien sûr, il y a eu cet appel pathétique qui lance au peuple à la résistance, mais il sait très bien que c'est fini. C'est fini. Bédié n'aurait jamais demandé à des gens de prendre les armes pour résister. Mais en même temps... On a dit qu'il était lâche, mais il a évité à son peuple un carnage. Est-ce que c'est le même souci qu'il a animé quand il a fait l'appel de Daoukro? Non. Mm-hmm.